La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on Bonsoir, je my... me présente, je m'appelle Benjamin Guillot, je suis propriétaire de la Duchesse de Rohan à Saint-Brieuc. Je suis ce soir sur place dans le cadre de la cuisine bouche-bée organisée par la Cité du goût à Ploufragan. Donc ce soir, je vais vous présenter une verrine sur le thème de Noël. Pour la verrine, donc elle va être composée d'un pain d'épices, donc un biscuit pain d'épices. On l'a appelé pain d'épices sur la recette, mais il va plus se rapprocher d'un cake aux épices. Après, on va fabriquer un confit de poire à la vanille, suivi d'une ganache montée chocolat blanc. Et en décoration, on va aussi rajouter des petites poires caramélisées à la poêle. Et en décoration, on finira avec une petite meringue pochée, enfin un petit truc sympa, vous allez voir. Donc on va commencer par le pain d'épices. Hop, nous voici. Donc pour le pain d'épices, on va commencer par faire chauffer le beurre et le miel, doucement. Hop là. Quand je réalise un cake, un pain d'épices ou un autre gâteau de voyage, je fais toujours bouillir le beurre parce que c'est un résultat assez flagrant en fait au niveau de la cuisson du cake. Afin qu'il soit bien homogène, il faut bien faire bouillir le beurre. Donc en attendant que ça boue, on va pouvoir mélanger. Donc là, j'ai préparé déjà le mélange. Il y a farine de blé en T55, la farine de sarrasin et j'ai rajouté dedans la levure. Donc moi, je vais le réaliser dans la cuve du batteur. Après, vous pouvez le réaliser à la main. Il n'y a pas d'incidence sur le produit. Hop là. Donc ça, c'est bon. Hop. Au batteur, on va le réaliser à la feuille. Je vais pouvoir mettre les épices. Là, le mélange a déjà été fait. On vous a mis dans la recette il me semble, le mélange d'épices est réalisé maison. Donc vous pouvez voir, c'est simple à réaliser. Et du coup, alors j'ai les deux farines, la levure, les épices et le sucre. Tous les produits secs en fait, toutes les matières sèches sont mis ensemble. Hop là. Alors, à la feuille. Les épices, bien sûr. Ils les vendent déjà mélangés en fait. Ça s'appelle épices à pain d'épices. Sinon, vous avez aussi les 5 épices. Enfin, il y a pas mal d'épices qui se rapprochent. Et après, je sais qu'il y a un vendeur d'épices qui est quand même pas mal sur Saint-Brieuc. Bagou, s'il me semble. Et à mon avis, si vous allez là-bas, vous pouvez trouver vraiment ce qu'il vous faudra. Et c'est vraiment pas mal. Alors. La farine T55, c'est la farine classique que vous allez trouver en grande surface en fait, enfin dans les distributions. C'est vraiment la farine de base pour faire du pain, c'est vraiment la farine de base. Donc, une fois que le beurre et le miel ils ont bien bouilli, on va l'arrêter assez vite. On va décuire légèrement pour refaire tomber la température avec le lait. Hop, voilà. Alors je sais pas du coup si je pense que c'est bon. Hop, voilà. Comme ça va nous permettre de tiédir le lait sans avoir une température trop élevée. Voilà. Hop. On enlève ça. Donc on va pouvoir commencer à faire le mélange tranquillement. À mélanger les poudres en première vitesse, ça sert à rien d'aller trop vite. Le but c'est pas de foisonner, c'est vraiment juste de créer un mélange uniforme. Donc, je vais même l'arrêter pour mélanger. Voilà, hop, ça. Et on va rajouter les œufs en même temps. Je vais même pouvoir peut-être commencer un premier mélange. Dans l'idéal, mais là j'ai une sécurité, mais c'est d'aller petit à petit dans votre mélange, un peu comme une pâte à crêpes, afin de ne pas former de grumeaux.
pense que je vais finir par le faire à la main. Ouais, je vais finir par le faire à la main, c'est rapide. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si... Voilà. Donc là, on commence à avoir un mélange homogène. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la pâte, il n'y a pas de grumeaux, ou très peu. Et je vais rajouter les œufs, du coup, au batteur. Voilà. La sécurité. Là, le but, c'est vraiment de ne pas faire foisonner l'appareil, ça sert à rien. La levure fera le travail au niveau du four pour avoir un appareil aéré. Alors foisonner, c'est rajouter de l'air dedans, comme une chantilly. Quand on prend une crème liquide classique et qu'on veut la battre en chantilly, on appelle ça foisonner. Ça devient aérien, ça prend de l'air, naturellement. Hop là. Ouais, je vais finir aussi à la main. Ceux qui font au batteur, ils peuvent largement multiplier la recette par 2. Hein. Et ceux qui font à la main, bah, la recette là est nickel. Là, ça va me donner 3 moules, 3 petits moules en alu. Voilà, nickel. Hop, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là on a une pâte qui est bien lisse. Donc, hop, on prend les moules. Alors, je vais les peser à 350 grammes. Alors. Hop là. Là, j'utilise des moules qui font 14 sur 6 sur 6. Comme ça, si vous voulez calculer la proportion poids et volume, vous pourrez réaliser le même volume à la maison. Voilà. Donc 350 grammes. Hop. Si vous le faites à la maison et vous voulez vraiment avoir un cake qui développe bien et qui soit bien uniforme, vous pouvez faire la préparation la veille, la laisser comme ça, ceci dans le moule, la mettre au frigo et la cuire que demain matin. Elle va développer beaucoup plus. Et vous mettez un petit... Alors attendez, je vais vous expliquer. Hop. En fait, le froid va faire que ça va faire un choc thermique, un peu comme les madeleines. Et du coup, ça va faire une belle bosse sur le dessus. Si on met un petit trait de beurre dans la longueur, au milieu, en fait, ça va lui donner le chemin pour la pousse. Ça vous permet d'avoir une belle bosse de chaque côté qui va bien développer. Nous, tous nos cakes à la maison, enfin au travail, sont réalisés la veille et cuits le lendemain. Sauf le chocolat, parce que dans le chocolat, il y a du beurre de cacao. Le beurre de cacao, ça durcit. Et du coup, ça empêche le cake de se développer. J'ai pas compris. Le trait de beurre. Alors vous avez deux possibilités, soit vous faites un cornet, mais bon je pense qu'à la maison vous n'avez pas de cornet. Sinon vous prenez tout simplement une petite corne, une petite maryse, comme ceci, vous trempez dans du beurre fondu, puis vous venez juste mettre au milieu, un petit trait, tout simple, comme ceci, avec dans du beurre bien sûr. Ou même avec la maryse, pareil, vous faites juste un petit trait de beurre. C'est juste pour lui donner le chemin de la pousse et avoir vraiment une régularité parfaite. Hop. Donc là on va les mettre au four. On va partir pour une demi-heure de cuisson à 160 degrés. Donc voilà. Voilà. Oui, alors après le
comme ça s'appelle, le pain d'épices ou cake. Enfin, pour moi, ça ressemble plus à un cake qu'à un pain d'épices, mais vous pouvez l'aromatiser à tout ce que vous voulez. Vous enlevez les épices, bon, vous avez forcément un petit goût de miel qui est dedans. Donc si vous avez du sucre inverti à la maison, vous pouvez remplacer le miel par du sucre inverti. Après, si vous n'avez pas de sucre inverti, le sucre inverti, c'est un sucre qui est comme ça s'appelle, modifié légèrement, qu'on utilise en pâtisserie. Mais naturellement, il est modifié. Amidonné, je crois, il me semble. Et du coup, si vous n'avez pas de sucre investi, bah, vous gardez le miel pour la recette là. Et puis vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Vous pouvez faire. Enfin, après, c'est vraiment au parfum. Vous pouvez faire au citron, vous pouvez faire à n'importe quel produit. Dedans, on a mis farine de sarrasin et farine T55. On peut mettre que farine normale. Pas par contre que farine de sarrasin, parce que ça fait un produit beaucoup plus compact. Mais voilà. Pour la suite, on va passer sur. Hop là. On va passer sur le confit de poire. Oui, alors là j'ai mis du miel local. Hop là. C'est un miel toute fleur de la région qui est produit à la Méogon. Donc c'est vraiment juste à côté. Donc faut pas hésiter à passer les voir. Je sais que quand vous passez entre Trémuson et Ploufragan, vous avez un gros panneau sur le côté de la route. C'est marqué, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez vous arrêter, vous les appeler. Et c'est un super miel local. Donc voilà. Après ça c'est vraiment les goûts de chacun. Tout ce que je sais c'est que le miel il faut vraiment bien le faire bouillir. Quand vous faites un pain d'épices. Pas forcément pour cette recette là parce que là ce que je vous expliquais tout à l'heure ça ressemble plus à un cake qu'à un pain d'épices. Mais un pain d'épices classique, donc il y a beaucoup plus de miel dans le gâteau. Et du coup si vous ne faites pas bien bouillir votre miel, vous pouvez avoir un pain d'épices qui va être très élastique. Et qui va avoir une consistance de non cuit à la sortie du four. Même s'il a été cuit pendant 45 minutes. En temps normal. Donc il faut vraiment bien penser à faire bouillir le miel. Hop. Alors. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au pain d'épices ou non? Ok. Donc là, on va réaliser le confit de poire. Alors pour le confit de poire, j'avais marqué sur la recette 500 g de purée de poire ou 4 à 5 poires, en fonction du poids bien sûr de la contenance de la poire. Là on a réalisé la compotée de poire juste avant, la purée de poire, parce que par rapport au mixeur, pour pas que ça fasse un boucan monstrueux durant la vidéo. Donc là c'est vraiment, on voit bien de toute façon que c'est fait à partir de poisse fraîche. Là c'est de la, comment ça s'appelle ? La poire conférence, donc c'est pas celle-là que j'ai mis dans la purée. Dans la purée, j'ai mis de la comice parce qu'elle est beaucoup plus molle, beaucoup plus sucrée et elle part en purée. Et celle-là, on va l'utiliser pour la caraméliser en petits cubes pour mettre dans la verrine. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de mâche dans la verrine. Donc voilà. Hop là. Donc pour la compotée, on va mettre la purée de poire. Donc les 500 g de poire. On peut mettre le temps de continuer la préparation à chauffer à feu doux. Ça sert à rien de mettre ça à fond parce que ça risque de brûler le fond de la casserole. Voilà. Tranquillement. On va rajouter dedans une gousse de vanille. Donc pour l'utilisation d'une gousse de vanille, là c'est une gousse de vanille qui vient de Madagascar. Donc après vous avez toutes les gousses, hein. Après il y a tous les prix aussi. Donc celle-ci elle vient de Madagascar, elle est très bien. Donc pour l'utiliser, on l'écrase. On l'écrase bien, on la coupe en deux. On fait attention de ne pas te couper en la tenant par je sais pas comment ça s'appelle, le petit bout qui est dur, la tige, voilà. Donc on la fend en deux. Hop. Avec le couteau dans l'autre sens, on la raplatit dans l'autre sens. Si elle veut bien. Voilà. Afin de retirer tous les grains. Voilà. Voilà, du coup, le feu, il est un peu fort. Je vais la mettre après. Après, je vais mettre la gousse entière, mais que je vais retirer bien sûr à la fin. Mais ce qui a le plus de goût dans la gousse, c'est vraiment les grains de vanille. Après, ce que vous pouvez faire, c'est enlever les grains, puis faire comme moi, récupérer la gousse pour mettre dans le petit punch.
Ou les mettre dans le sucre, bien sûr, pour faire un sucre vanillé. Vous prenez la gousse telle quelle, vous la mettez directement dans le sucre vanille, dans le sucre classique. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, la gousse, le sucre va absorber le parfum de la vanille et ça fait un sucre à la vanille. Mais là, on va le mettre directement dedans. On l'enlèvera à la fin. Voilà. Et le plus important, c'est bien de mettre tous les grains dans la purée. Hop. Oui, alors après, vous pouvez, là j'ai fait à la vanille. Si vous avez que de la poudre, vous mettez de la vanille poudre. Si vous avez de la liquide, vous mettez de la vanille liquide. Après, on peut faire à la cannelle, on peut faire à tout ce que vous voulez. Vous la parfumez vraiment au parfum que vous désirez. Là-dessus, on peut même mettre du citron, ça aura le goût de citron. Donc il y a... Moi, ce qui est intéressant avec la poire, justement, c'est qu'on peut vraiment la marier avec plein de parfums différents. On aurait pu mettre moitié poire, moitié cidre. Il y a un petit cidre local qui vient de... Nous, on travaille avec un petit cidre de chez de Lamballe, qui a été primé, je ne sais plus quelle année. Et franchement, c'est un super produit. On fait un petit cake, on l'appelle le théâtre. C'est un petit cake avec une petite compotée de pommes cidre à l'intérieur. C'est pas poire du coup, mais c'est pomme cidre. Après, poire-pomme, c'est un peu les mêmes fruits, on peut les mixer ensemble, les mélanger sans problème. Et on rajoute dessus une petite nougatine aux amandes caramélisées. Et ça rend super bien. C'est vrai que le cidre dans les produits, on a tendance toujours à pas y penser, mais c'est vraiment un produit qui se marie très bien. On fait justement à la boutique aussi je reste toujours sur la pomme par contre, mais on fait une pâte de fruits pomme cidre. Et c'est vrai que la pâte de fruits pomme cidre, c'est un produit qui marche très très bien. Donc là, j'ai mon mélange pectine et sucre. Il faut bien mélanger la pectine dans le sucre. Parce que si vous mettez la pectine telle qu'elle dans le sucre, elle va former des grumeaux. Et du coup, la pectine n'agira pas sur la purée. Alors la pectine, c'est c'est de la pectine. C'est un gélifiant qu'on trouve dans les pépins de pommes. Donc après, ça peut être dans les pépins. La plupart du temps, c'est pépins de pommes, mais ça peut être dans tous les pépins. C'est un gélifiant naturel. Si vous n'avez pas de pectine et d'ache, comme j'utilise là, vous pouvez prendre du vide-pris pour faire les confitures. Ça marche pareil. Après, les équivalences, je ne connais pas trop parce que je n'ai jamais utilisé de vide-pris, mais vous pouvez déjà essayer en faisant le même poids. Et puis, je pense que modifier. L'avantage, c'est que c'est un produit, vous pouvez le faire la veille. Si ça ne fonctionne pas, vous le refaites cuire. Ça ne craint rien, on peut le cuire 3 ou 4 fois, c'est pas un problème. Du moment que vous le refroidissez rapidement pour pas qu'il y ait de développement microbien, il n'y a pas de souci. Donc il faut bien attendre que ça commence à... Là, moi, dès que ça commence à fumer, bon là ça se voit pas trop, mais en fait, dès que ça commence à fumer, je commence à mettre le sucre et la pectine. Donc en plus fine, on mélange bien, doucement. Après, l'avantage de cette préparation, c'est que là, c'est pour faire une verrine. Donc si elle n'est pas assez gélifiée, entre guillemets, ça n'aura pas trop d'importance parce que la compotée ne va pas s'échapper en courant du gâteau, quoi. Donc il n'y aura vraiment pas de problème. Toutes les préparations qu'on réalise, hop là, voilà, c'est fini. Donc là, on va laisser chauffer tranquillement. Pour ce montage de verrine, il faudra forcément la faire en 2 jours. Vous avez la ganache montée chocolat blanc qu'il faudra faire forcément la veille. Vous pouvez la faire 4 heures avant, mais l'idéal c'est la faire la veille pour le lendemain. Le confit, nous tous les confits c'est pareil, on les fait la veille pour le lendemain. Comme ça laisse vraiment une nuit complète pour que la pectine agisse sur le produit. Après, le pain d'épices c'est pareil, vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. Et voilà. Et les petits cubes de poire, c'est mieux de le faire le jour même parce que ça peut commencer à noircir après. Et puis c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Quand ça commence à noircir, c'est pas top. Donc voilà. Donc là, on va lui donner un petit bouillon, enfin un bon bouillon même. On va le laisser bouillir pendant 2-3 minutes. En fait, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la confiture, le but c'est d'avoir une petite texture confiture. C'est pas d'avoir la vraie texture confiture, le machin qui colle et qui soit pâteux, parce que le but c'est pas ça, parce que ça va être peaufiné dans une petite verrine, mais d'avoir une petite gélification, quoi. Hop, ça me brûle les mains. Voilà. Ouais, bon, ok. Alors pendant ce temps-là, on va préparer les poires. Donc on va faire des petits cubes de poires qu'on va caraméliser légèrement avec du beurre et du sucre dans la poêle, histoire de donner une petite texture en plus dans la verrine. Donc on commence par enlever ce qui n'est pas mangeable, le haut et le bas. Hop. 2 poires, enfin là on est parti sur 4 verrines, donc 2 poires ça va être largement suffisant. Après si vous faites 6, vous faites 3 poires, enfin même si ça se trouve 2 poires ça suffira. C'est vraiment pour donner une petite texture en plus
Ouais. Ouais. Bon voilà. Ok, il manque l'économe. Voilà. Donc pour l'éplucher, on enlève le bas et le haut, bien plat, pas trop non plus. Et voilà. Et là, ça se fait tout seul. Donc du coup, là, j'ai pris vraiment la poire conférence, et puis qui est vraiment très peu mûre, parce que on va la passer à la poêle, et si elle est mûre, ou si elle est un peu molle en fonction de la variété, il faut risquer vite de partir en compoté. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas l'idéal, quoi. Autant pour celui-là, même si c'était une conférence, une fois mixé, on voit pas la différence. Mais pour les petits cubes de poire, on verra la différence. Donc voilà, on va faire les deux. Hop. Donc surtout, on garde un petit œil sur la casserole. Pour refroidir le confit, vous pouvez soit la mettre, si vous voulez l'utiliser très rapidement, plus vous la mettrez à plat, plus elle refroidira rapidement. Alors évitez de la mettre directement sortie comme ça au frigo, parce que vous allez abîmer votre frigo, votre réfrigérateur. Mais vous la faites refroidir à température ambiante pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et puis après, au frigo. Donc voilà, donc après on coupe en deux. On enlève les pépins, le cœur et puis la petite membrane qui est à l'intérieur, là, qui va jusqu'en haut. Voilà. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la compotée. Parce que là, la compotée va être finie. On va la faire refroidir. Et puis, on la récupérera tout à l'heure pour le montage. Hop. Voilà. Donc, vous taillez des petits cubes de 1 à 2 cm. Après, tout dépend de ce que vous désirez comme taille. Si vous préférez avoir plus de mâche, moins de mâche, si vous avez mal aux dents, vous faites des mini cubes. Et si vous n'avez pas de problème de dents, vous pouvez faire des gros cubes. Voilà, voilà. Donc là, la compotée, ça va être pas mal. Ouais, peut-être l'augmenter un tout petit peu, sans me brûler. Bon, voilà. Je reviens au pain d'épices, mais à la sortie du four du pain d'épices, vous pouvez, si vous voulez vraiment avoir un... Là, on va pas le faire parce qu'on n'en a pas besoin, et puis c'est juste pour la verrine. Mais si vous voulez avoir un produit ultra moelleux, il faut les filmer dès la sortie du four. Comme ça, l'humidité que vous allez cumuler dans votre pain d'épices pendant la cuisson va rester en fait, dans le pain d'épices, et rendre en fait, au lieu d'avoir une croûte comme on peut souvent avoir sur les produits qui sont cuits comme le pain ou n'importe quoi, la croûte va se réhumidifier et va permettre d'avoir un produit super moelleux. Nous, tous nos cakes sont filmés dès la sortie du four afin d'avoir des cakes super moelleux. Donc voilà. Donc ça sera pour la poire. Donc là, vous voyez, ça va être bon. Et comment ça... Il y a Martine de Saint-Brieuc qui fait la recette en direct. Elle a dit que bien, elle arrive à suivre. Qu'elle arrive à suivre? Ah, c'est bien. C'est que je vais pas trop vite alors. Faut pas qu'elle hésite à poser des questions. Après, par contre, c'est une recette qu'elle pourra pas faire en une seule journée. Elle pourra pas manger les desserts dès ce soir. C'est pas possible. Par rapport à la ganache montée surtout. Il faut vraiment que... Mais ça sera le dessert pour demain. Pour le week-end. Donc soit on l'enlève tout de suite, la gousse de vanille, ou on l'enlèvera tout à l'heure, ça évitera de se brûler. Hop. Donc moi, pour pas avoir ce laps de temps d'attente, entre guillemets, par rapport au refroidissement, je les ai déjà préparés ce matin. Enfin, la compotée, je l'ai préparée hier. J'ai préparé le pain d'épices ce matin. Et la ganache montée, pareil, je l'ai faite hier. Voilà. Dans l'idéal, ouais. En fait, c'est plus simple après, comme ça, pour l'enlever. Après, c'est vous qui voyez. Et puis, c'est plus facile, c'est plus rapide à refroidir. Après, après, les petits films alimentaires, ça marche aussi. Pas besoin d'avoir des grands films. Après, dans un petit bol à la maison, c'est suffisant. Hein, y a pas...
Surtout si c'est pour le lendemain. Là, nous, on met ça tout le temps en labo, on fait comme ça parce que par rapport à notre place dans les frigos et puis pour que ça refroidisse plus rapidement. Mais sinon, non, dans un petit bol, c'est très bien. Donc voilà, hop, bien au contact pour pas que ça croûte. Voilà. Et on le réserve. Donc hop, moi je vais mettre ça là au frigo. Hop là. Donc pour les dés de poire, je n'ai pas mis dans les recettes, donc je ne sais pas si vous aurez assez de poire pour les faire ou pas. Hop. On va juste prendre voilà, une petite noix de beurre et un petit peu de sucre, juste histoire de caraméliser. Donc là c'est un beurre qui vient juste à côté, un beurre de demi-sel, si je dis pas de bêtises, de Pleuc-sur-Lier, un petit beurre local. C'est sympa. Et puis un petit goût de demi-sel en plus, c'est formidable. Comme ça montre qu'on est bien breton. Voilà. Le but, c'est vraiment de ne pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça va rendre beaucoup de flotte. Hop. Est-ce que tu aurais du papier essuie-tout on va les mettre après à la fin sur du papier essuie-tout afin d'absorber l'excès de matière grasse. Parce qu'on me dit souvent que mes produits sont un peu gras. Ouais, merci, impeccable. Voilà, un peu de sucre, histoire de caraméliser un peu. Hop. Les poires, alors ça, hop, je vais enlever tout ça, il n'y a plus besoin. C'est juste garder ça c'est bon. Ça, voilà. On va mettre. Hop. Voilà, ça à la poubelle. Voilà. Donc c'est pareil, tranquillement, à feu pas trop fort, sinon ça va faire un caramel au fond de la casserole. Il faut vraiment faire gaffe, parce que j'ai fait un essai avec justement de la poire, parce qu'il me restait de la poire comice à la maison hier, enfin au travail, et elle est partie en compote complètement. Donc c'est vraiment en fonction de la poire et de la maturité. Ouais, voilà. Là, pour le coup, j'étais la chercher directement hier chez le panier de la Lande. Donc, c'est juste à côté à Ploufragan. C'est à 2-3 rues d'ici. Et elle était cueillie il y a quelques jours. Donc, c'est une poire locale, c'est une poire bretonne aussi. D'où elle vient exactement, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne vais pas demander. Mais c'est une poire locale. Le panier de la Lande, c'est eux qui nous fournissent en produits frais locaux. Donc, avec eux, on a des poires, pommes. Ah, ça brûle. On a des poires, pommes, du cidre, des œufs. Parce qu'à l'origine, ils sont producteurs d'œufs. Et voilà, ils nous livrent chaque semaine en produits frais. Et avec les nouvelles réglementations, on arrive même à avoir des... parce que c'est vrai que les œufs coquilles, on évite un peu dans nos labos. Pour des raisons d'hygiène. Parce que manipuler les œufs... les coquilles d'œufs, c'est pas très hygiénique, surtout en grande quantité avec nous. Du coup, on arrive à avoir des ovoproduits, mais locaux. Donc, qui sont fabriqués en Bretagne. Donc, les ovoproduits, c'est des œufs liquides qui sont pasteurisés, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais qui sont locaux. Donc, voilà. Alors, voilà. Une belle petite dorure. Après, on va pas trop les cuire, c'est vraiment pour qu'ils soient légèrement dorés. Là, on aurait pu rajouter un petit peu de vanille, même un peu d'épices aussi. Après, à la maison, ou si vous avez d'autres fruits, comme, j'en sais rien, de la banane ou de la pomme, ou vous pouvez faire un petit mélange, de l'ananas. C'est vraiment histoire de rajouter un peu de fruits dans la verrine. Il ne faut pas hésiter à mélanger un peu dans la poêle pour avoir plus de saveur. La banane, si vous la mettez, c'est en dernier, parce que sinon ça fera de la compote de banane. Voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est pommes, poires, dans nos régions, ça marche beaucoup. Pommes, poires, cidre, c'est un classique de la région Bretagne. Voilà. Juste histoire de leur donner un petit peu de goût.
prendre une plaque. Voilà. On va prendre une petite plaque gastro. Donc si vous avez un petit plat à la maison, c'est pareil. Hop. On mettra sur papier absorbant pour enlever l'excès de sucre et de matière grasse. Voilà. Ça c'est pareil, il faut vraiment le faire à l'avance pour pas que ça soit chaud quand vous mettez dans votre verrine. Parce que la ganache montée, elle va pas supporter la chaleur. Donc je suis parti sur les produits, tout ce qui était à cuire en premier, afin de les faire revenir à température ambiante pour le dressage. Mince. Hop. Ouais, voilà. Là, on voit qu'on commence à partir en compoté. On va s'arrêter là. Je vais juste les faire dorer. Hop. Moi, j'utilise des poêles à crêpes. C'est pas très difficile, c'est pas conventionnel pour faire ça, mais l'avantage c'est que ça passe au lave-vaisselle. Ça prend pas de place, ça prend la place d'une assiette. Et vu que j'aime pas trop faire la vaisselle, c'est très bien. Ouais. Est-ce que tu peux me la laver pour après? Donc voilà. Donc là, je vais rajouter un petit papier absorbant par-dessus. Juste pour, pareil, pour absorber l'excès qui est par-dessus. Et on va laisser revenir à température ambiante. Voilà. Donc, un petit coup d'œil au four. Il reste 9 minutes. Ah oui. Hop, voilà. Voilà. Donc les pains d'épices ici, ils poussent bien. Bon, on va pas y toucher. 8 minutes. Ok. Donc pour la suite. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux poires ou aux confits. Alors les spectateurs trouvent que les explications sont très claires, elles sont détaillées, c'est parfait. Ben, j'espère. Ça, c'est mes salariés qui me disent ça, non? Alors, hop, hop. Donc toujours pareil, le petit miel de ronce. Là, c'est un miel de ronce. Pareil, qui vient de la Méogon, juste à côté. Alors, la ganache montée. La ganache montée, c'est peut-être le produit le plus simple à la fois, mais le plus compliqué en même temps. C'est-à-dire que vous avez quelques points très techniques. Et si vous les loupez, elle sera loupée. Donc c'est pareil, on va mettre une petite casserole. J'ai plus de petite casserole. Ah, elle est là. Merci, il n'y a plus personne sur la caméra. Voilà, une petite casserole. Alors il y a deux parties de crème. La grosse partie, c'est la partie à froid. Et la petite, c'est la partie à chaud. En fait, là, le principe, c'est de réaliser une ganache. Donc la ganache, une ganache est un mélange de crème ou de lait chaud sur un chocolat froid ou chaud, les deux, afin de l'émulsionner, et un peu comme une mayonnaise en fait, d'avoir un produit lié et bien lisse. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec la petite partie de la crème. Donc on va mettre la crème et le beurre et le miel. Donc là, c'est pareil, on a mis du miel. Donc si jamais vous n'êtes pas trop amateur de miel, vous pouvez remplacer par du sucre. Alors à quantité égale, parce que le miel a un pouvoir sucrant à peu près équivalent au sucre. On doit être à 110 alors que le sucre c'est 100. Donc c'est pas gênant. Et on va juste rajouter le miel dans la préparation. Et c'était 20. Hop, voilà. Donc là, on met à chauffer tranquillement. Ça sert à rien d'aller trop vite non plus, parce que le but, c'est pas de brûler le miel dans le fond de la casserole. Parce que souvent, le problème qu'on a au labo, c'est qu'on met ça sur le gaz et puis on part, et quand on revient, le fond de la casserole, il a noirci. Alors, si le miel est cristallisé, quand on dit dur, en fait, c'est juste qu'il est cristallisé. Donc, il faut juste le passer un petit peu au micro-ondes et ça va le rendre liquide. Ça va le rendre fluide, en fait, parce que là, j'ai un pot, c'est les deux pots, et il y en a un qui est cristallisé et un qu'on a passé au micro-ondes. Voilà, celui-là, il était pas ouvert. Si on le retourne, il est tout dur. Maintenant, l'autre est exactement pareil, et puis là, on l'a mis on a mis quoi, 30 secondes au micro-ondes, et il est venu liquide. Hop là. Après, par contre, avec le froid, il va tendance à redevenir dur.
Donc là, hop, j'ai oublié la gousse de vanille. Donc même principe que tout à l'heure. On va y incorporer la vanille. Donc on l'écrase bien. On la fend en deux. On ne se coupe pas, bien sûr. On met les graines dans la casserole. Voilà. Là, par contre, je ne vais pas y mettre la gousse parce qu'en fait, on va mixer notre ganache. Donc, si jamais vous n'avez pas de mixeur à la maison plongeant, parce que là, ça va être réalisé avec un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez le faire à l'ancienne, en fait, la ganache, c'est-à-dire émulsionner en 3 fois. C'est-à-dire que mettre la crème en 3 fois, c'est-à-dire qu'on met un tiers de la crème, on mélange jusqu'à ce que ça fasse une masse homogène. On met la deuxième partie identique et la troisième identique. Et là, vous avez une ganache qui est liée, qui est bien lisse et qui est bien brillante et puis et qui est homogène. Hop. Après, là, je pense qu'il va falloir la mettre légèrement au micro-ondes. Parce que vous avez une quantité de crème qui est pas très importante. Donc, pour le mixeur plongeant, moi j'aime bien mettre dans 1 litre. C'est beaucoup plus facile à émulsionner. Voilà. Donc le mixeur plongeant, c'est ceci. Hop. Et il est branché. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un mixeur plongeant professionnel, mais on a dans le labo on a aussi déménagé et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un mixeur spécifique. Vous pouvez même faire votre ganache au blender, au mixeur classique aussi si vous désirez. Du moment que ça tourne et que ça mixe, c'est bon. Alors, je chauffe un petit peu. Voilà. Voilà, donc là ça bout bien, on verse sur le chocolat. Donc là on est parti sur un chocolat blanc, on aurait pu prendre du lait, du noir. Ça marche pareil. Pourquoi ? Pourquoi on met sur le chocolat dur ? En fait, c'est juste parce que si j'ai pas besoin de chauffer les produits, je m'amuse pas à les chauffer. Parce que là, en fait, la quantité de crème va suffire à faire fondre mon chocolat. Normalement. Donc si vraiment je vois que il fait trop froid dans l'établissement et que le chocolat a du mal à fondre, je vais le passer quelques secondes au micro-ondes. Mais là le but c'est vraiment pas d'avoir un produit trop chaud, quoi. Parce que dans tous les cas le but après à la fin ça va être de refroidir l'appareil avec notre crème froide. Et en fait c'est notre crème là qui va nous permettre au foisonnement de la ganache montée. Donc voilà. Hop, je pré-mélange pour éviter d'abîmer la tête du mixeur. Donc vous voyez, c'est bien. Bon, ça a déjà commencé à émulsionner. Hein. Oui, du chocolat. Alors après, il faut baisser un peu en chocolat lait et noir. J'ai pas trop les pourcentages en tête, mais je pense qu'au lait, vous pouvez bien diminuer de 10% et en noir de 20%. Parce que plus vous allez avoir de beurre de cacao dedans, plus elle va être dure à monter et elle va être dense. Donc hop. On mixe bien. Et puis là, on voit bien que la vanille, elle est super jolie. Il y a beaucoup de grains dedans. Voilà. Et une fois que c'est bien homogène, on met la crème froide sans en mettre partout. Bon, c'est pas grave, on la grandera plus tard. Hop. Puis l'avantage d'un récipient transparent, c'est qu'on voit quand est-ce que le chocolat n'est pas mélangé. Quand ça fait des traits de chocolat, c'est que, hop, on corne un petit peu. Voilà, pour avoir un produit bien homogène, bien lisse et brillant. Hop, voilà. C'est le four ? Ouais. Je y vais tout de suite. Bon, c'est quoi ? On va faire ça. Hop.
Ça et ça. Hop, je peux te laisser ça. C'est chaud, oh merde. Excuse. Hop. Voilà. Donc là, au bout d'une demi-heure, j'ai même pas besoin de vérifier parce que je sais très bien que c'est cuit. Par contre, je n'ai pas de manique. Je vais prendre des lavettes. Voilà. Bon, on va laisser allumer. Et du coup, alors je vais libérer ça. Voilà. Donc la ganache montée, c'est pareil, c'est filmé au contact et au réfrigérateur. Là, vous pouvez directement la mettre au frigo parce que votre masse, elle est froide. Ou tiède, mais vraiment très peu. Et là, quand on sait qu'il est cuit, si on met la pointe d'un couteau, Oui, alors normalement, si vous mettez la pointe d'un couteau et qu'il ressort lisse, c'est qu'il est cuit. Après, ce qu'il faut faire attention au pain d'épices, c'est que le miel a tendance à rester un peu mou. Et vous pouvez être faussé par le miel. Il peut être cuit sans ressortir vraiment lisse. Hop. Voilà. Donc là, si on plante la pointe du couteau, je vais juste pas me brûler. Ça serait dommage. Voilà. Donc ça, on l'enlève. Donc là, si on plante la pointe du couteau, normalement, voilà, elle ressort lisse sans problème. Il y a zéro trace. Bon, celui-là, il est largement cuit parce qu'il est plus petit. Voilà. Donc là, bon, si on voulait, on pourrait presque les démouler tout de suite. Voici. Hop. Mais là, dans l'idéal, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est de le filmer chaud. Vous filmez tout, le moule, le pain d'épices. Et voilà. Les films, normalement, sont censés résister à la température sans problème. Après, il peut y avoir quelques marques, des sous-marques, où le film fond, mais c'est rare. Après, vous pouvez faire un test avec un petit récipient chaud que vous mettez dans votre four. Et vous voyez bien s'ils fond ou pas. Voilà. Hop. Donc là, on va les réserver. Hop. Voilà. Pour la magie du cinéma, ils sont froids. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai réalisés ce matin. Bon, il y a déjà la moitié qui a été mangée par mon équipe, mais il y en aura assez pour finir à 7. Hop. Donc je vais faire des belles tranches de 1 à 2 cm, facile, afin de réaliser, on va les toaster, afin de réaliser des petits cubes pour mettre au fond de la verrine. C'est ce qui va nous servir de base. Bon, la base, on va la garder, on la mangera. C'est pas ce qu'il y a de meilleur à mettre au fond de la verrine. Voilà, bon, on va faire 3 tartines, ouais, 5 tartines, ça va être largement suffisant. Hop. Donc là, pour faciliter par rapport à la vidéo, j'ai directement toasté les tranches des deux côtés. À la maison, si vous avez le temps, vous pouvez faire des petits cubes et toaster tous les petits cubes. Mais par contre, après, il faut être plus vigilant au niveau de la cuisson. Donc comme tout à l'heure, là, je vais juste faire avec du beurre, pas de sucre. Hop. Faut pas en mettre trop parce que j'ai fait un essai hier. Et le cake a absorbé complètement le beurre et du coup c'est devenu une éponge. J'ai eu des petites... on a pas mal parlé sur le cake au pain d'épices au travail. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'idées qui sont sorties. Comme par exemple ma chef de labo qui me disait que pour Noël, par exemple, si vous reste du pain d'épices, ce qui peut être super sympa, c'est de le faire en façon pain perdu le lendemain matin au petit déjeuner. Vous le faites tremper, ça vous fait une belle petite tartine à manger. C'est vrai que ça peut être super sympa. Même toasté... simplement avec du beurre. alors visiblement il est très bon parce que l'équipe aurait bien tout mangé. Ah oui, ah bah c'est sûr que oui. J'ai eu le temps, j'en avais cuit 3, j'ai eu le temps de faire un essai et j'ai pris 3 tranches, ils m'ont mangé le reste. Il ne me restait plus qu'un et demi. Donc voilà. Voilà. On va toaster tranquillement, ça sert à rien d'aller trop vite parce que sinon on va le brûler. Ça on va l'enlever.
une petite palette coudée en espérant qu'ils ne partent pas en morceaux. J'ai essayé avec le pain d'épices qu'on fait au boulot, donc celui qu'on propose à notre clientèle. Et c'est un vrai pain d'épices, donc à base de. Il y a beaucoup plus de miel dans la recette. Et par contre, il va se tenir beaucoup mieux par rapport au cake de Noël. Pour le toaster, il va être beaucoup plus dense, beaucoup plus. Enfin, il va avoir une texture beaucoup plus agréable en fait pour le toaster. C'est vrai que le pain d'épices, c'est un produit en ce moment. Même pour le foie gras, hein, vous faites un petit pain d'épices, des petites tranches. Vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez le cuire à l'étouffée. C'est-à-dire que si vous avez un moule rectangulaire, vous mettez une autre plaque par-dessus, une petite feuille de cuisson entre les deux, une autre plaque, et ça va vous faire un beau petit cube pour pouvoir faire des belles tranches pour vos convives à Noël. Donc voilà. Là, c'est vraiment histoire de le toaster. Hein. C'est pas. J'ai mis très très peu de beurre. Voilà. Parce que le but là, c'était pas de faire du pain perdu et qu'il soit complètement imbibé. C'est de le faire devenir un peu croustillant. Hop, voilà. Celui-là, il va être bon. Voilà. Celui-là, j'ai peut-être fait un peu gros. Est-ce que le pain d'épices, c'est une spécialité de la Duchesse de Rohan? On peut dire ça. Pendant les fêtes de Noël, c'est vrai qu'on en fait énormément. Je pourrais pas vous dire la quantité qu'on fabrique, mais c'est vrai que presque toutes les semaines, on en fabrique une quarantaine facile. Et non, c'est vrai qu'on en. Ouais. C'est devenu. Pourtant, c'est pas un produit que je fabriquais quand j'étais apprenti ou même salarié autrement, mais c'est un produit qui plaît beaucoup. Voilà. Voilà, ça commence à fumer, on va l'enlever. Hop. Voilà. Il est un peu fort mon feu. On va enlever ça. Alors, on va peut-être le laisser un petit peu refroidir. On va regarder. Là, vous prenez un petit couteau, faites des petits cubes avec. Un petit couteau, un grand couteau. Voilà. Ah si, ça va, il se tient. Si vous voyez que c'est un peu juste, là, vous attendez qu'il refroidisse et puis vous aurez des beaux cubes. Voilà. Comme ça vous permet d'avoir vraiment une petite masse croustillante dans le fond de votre terrine. Hop. Voilà. Bon, on a largement ce qu'il faut pour tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, on va réserver à température ambiante. Le but, c'est que ça soit refroidi quand on va monter pour ne pas faire fondre la verrine. Je vais laisser ça directement sur la planche parce que je vais plus en avoir besoin. Hop. Bon. Suivant. Alors après, on va réaliser du coup la décoration. Pour la décoration, je suis parti sur... Il faudrait l'allume-gaz, s'il te plaît. Voilà, j'ai éteint le truc. On est parti sur une meringue suisse. Une petite meringue, donc c'est pour un peu rappeler les... Il y a encore du feu. Je sais pas si tu l'allumes. Bah j'appuie. Il n'y a rien qui sort. Ouais. Un peu sceptique. Hein. Bah j'arrive pas à allumer le gaz. Bah ouais. Allez, montre ta tête. Ah d'accord. Ah oui, j'y étais pas du tout. Hein. C'est bon? Impeccable. Thierry qui organise ça, qui se cache. Alors, du coup pour la meringue suisse, en fait c'est pour... il existe 3 meringues dans la pâtisserie. Il existe la meringue française, la meringue italienne et la meringue suisse. Les 3, on part sur la même recette, c'est-à-dire 2 fois plus de sucre que de blanc. Après, les 3, c'est des procédés différents. En fait, c'est juste ça qui change sur les 3 meringues. C'est-à-dire la meringue française, c'est moitié sucre glace, moitié sucre semoule. Donc, on monte sucre semoule et blanc à froid et on rajoute à la fin le sucre glace à la maryse tranquillement. Pour la meringue italienne, c'est un sucre cuit. Donc, c'est sucre eau qu'on cuit à 118, qu'on verse sur les blancs, qu'on monte au batteur. Et pour la meringue suisse, c'est celui-ci. Donc, c'est blanc et sucre. En fait, c'est la plus simple et la plus rapide, entre guillemets, à réaliser à la maison. Et c'est celle qui, du coup, est cuite un peu plus que les autres.
Donc là, on met 2 fois plus de sucre que de blanc. Hop. On va monter à 40 degrés. Le fouet, il est là. Hop. Voilà. Moi, je dis un petit thermomètre laser. C'est plus rapide. Ça permet de pas avoir à sortir tout le gros matériel. Maintenant, à la maison, si vous avez un sonde, ça marche très bien. Il ne faut juste pas brûler la sonde avec le gaz. Et puis voilà. Mais voilà. Donc là, je suis à 23. Le but, c'est de monter à 40. Donc on mélange tranquillement. Ça va vite monter parce qu'il n'y a pas grand-chose. Là, je suis parti sur 100 g de blanc et 200 de sucre. Pour un petit batteur, c'est le minimum. Maintenant, si vous faites à la maison au petit batteur à main, là, vous pouvez même mettre 50 g de blanc, ça montera sans problème. Après, pour monter ça à la main sans appareil électronique, électroménager, bon courage. Mais non. Donc là, hop, on va monter à 40. Donc, je ne sais pas si vous réalisez la meringue en même temps que moi. Si vous le faites, n'hésitez pas à poser des questions. C'est pas un produit qui est compliqué. Le plus compliqué, entre guillemets, ça va être le pochage. Est-ce que, Thierry, tu pourrais me préparer une plaque avec une feuille de papier cuisson dessus pour que je puisse pocher dessus? Ah, on peut la monter à 50, 60, ça va pas changer. Après, il faut pas aller plus, sinon ça fait une omelette. Après, bon, vous pouvez manger des œufs, hein, mais c'est pas le but. Non, on peut monter jusqu'à 60, ça sera pas trop un problème. Là, c'est vraiment pour faire fondre le sucre, en fait, et lui permettre de foisonner au batteur par la suite. Là, par exemple, je suis à 35. Donc là, même là, à 35, normalement, si je l'arrête, ça marcherait. On va monter à 40, mais... Après, c'est vrai que la meringue sucre, c'est un peu approximatif, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être à 40 pile poil, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Bon, voilà. Là, je suis à 38, ça va être bon. Hop. Donc, j'ai enlevé ça. On peut en foutre partout. Au fouet. Hop. On va peut-être même pouvoir passer en 3e vitesse. Voilà. Et là, refroidissement, ça va foisonner. J'aurais juste besoin de ça par la suite. Et un autre fouet du batteur. Il est là. Hop. Donc, bon, on va mettre ça après. Voilà. J'ai mis la cannée. Elles sont mes autres douilles. J'ai pas d'autres douilles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça va bien. Bon, c'est pas grave, on va faire à la cannelée. Normalement, j'avais préparé une douille lisse. Mais je sais pas. Ah, j'ai mis avec les emporte-pièces. Ils sont là. Voilà. Je peux juste me passer une poche du coup que j'ai mis dans la cajot. Donc après, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Vous pouvez faire du rond, du cannelé. Ça va pas changer grand chose. Là, j'étais parti sur une. Merci. Sur une lisse. Est-ce que tu aurais une micro-passoire? Petit ami, tout petit ami. Voilà. Hop. Donc pour la poche, vous l'appuyez en deux. Vous recouvrez vos mains afin de ne pas en mettre partout et d'avoir un appui pour pouvoir la garnir. La douille à l'intérieur. Bah, si vous n'avez pas de poche, vous pouvez utiliser un sac congélation. Ça marche aussi. Bon, ça va être un peu plus compliqué à mettre en œuvre, bien sûr. Mais ça peut marcher. Après, c'est vrai que bon, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir des poches. Mais vous allez chez votre pâtissier, il va vous en trouver des poches. Normalement, on en a plein. C'est pas ça qui va les ruiner. Non, non, faut pas hésiter à leur demander. Hein, si vous avez du matériel qui manque, on est toujours là pour vous renseigner. On peut même commander auprès de nos fournisseurs. Bon, impeccable. Mais en fait, j'ai oublié le sucre coloré. J'ai oublié. Donc là, j'ai choisi une lisse taille 14. Après, en fonction des marques, en fait, la
La taille n'est pas vraiment respectée. Bon là c'est une douille lisse qui est assez épaisse en fait, tout simplement. Ils mettent 14, mais bon, est-ce que c'est vraiment 14? Je suis pas sûr. Ouais, si, c'est bien une de 14. Donc là, on va monter. Dès que ça commence à former des vagues dessus et qu'on va voir ça va faire un bec d'oiseau, c'est que c'est bien monté. Après la meringue, là, si vous voulez, vous pouvez l'aromatiser. On peut mettre de l'arôme, des huiles essentielles, des colorants aussi. Si vous voulez faire des sapins de Noël, on peut mettre un peu de colorant vert dedans. Ou sur les traditionnelles bûches crème au beurre, à l'époque, on avait des champignons en meringue, c'est exactement ça. Et il y avait du colorant rouge dessus. Après, c'est vrai qu'une fois que vous avez compris le principe de la meringue, vous pouvez vraiment vous amuser et faire toutes les formes désirées. Vous allez sur Internet, il y a plein, on peut faire des bonhommes de neige. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, quoi. C'est un peu comme les macarons. Quand vous avez compris le principe, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Du coup, là, on va partir après, donc on va la pocher. Et par contre, il faut quand même compter une bonne heure, 1h30, voire 2 heures de cuisson. Moi, en général, au travail, ce qu'on fait, c'est que je la mets 1h30. J'éteins le four, je le ferme et je laisse toute la nuit dedans. Comme ça, l'inertie de la chaleur va finir de les cuire sans les colorer. C'est vrai que c'est des produits par contre qui consomment un peu d'électricité. Bon là ça va être pas trop mal. Hop. Donc, on enlève la sécurité. Ça, on va couper ça, on n'a plus besoin. Voilà. Donc quand on dit bec d'oiseau, bah, ouais. C'est ça. Voilà. Quand ça ferme un bec comme ça. Ça s'appelle bec d'oiseau. En gros, dès que ça se tient, c'est que c'est pochable. Hop. Merde, quel con. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste coller ma feuille. Voilà. Je choisis la plaque la plus jeune. Elle a travaillé un petit peu, celle-là. Celle-là. Ok, impeccable. Donc, on tient bien la poche dans la main. On serre de la main pour venir la garnir. Comme ça, voilà. Et c'est comme ça, ça vous évite de vous salir et d'en mettre partout. Alors ce que je dis tout le temps à mes jeunes, ça sert à rien de remplir la poche à ras-bord. Il faut vraiment être à l'aise pour pouvoir le pocher et pas en mettre de trop, quoi. Parce que c'est pas parce que vous en mettez plus que vous allez aller plus vite. Au contraire, ça va être plus compliqué. Bon là, elle est encore un peu molle, j'aurais pu la laisser monter encore un petit peu. Et après, vous allez venir faire des petites flammes. En fait, hop, on appuie et on tire. Voilà. En fait, ça imite un peu le bonnet du Père Noël. Donc voilà. Bon, là, on va les laisser nature. Parce que j'ai pas pris de colorant. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser à... Il faut vous appuyer, enfin vous restez au-dessus. Ça ne sert à rien de toucher la plaque. Vous restez à 1 cm, vous appuyez et vous tirez. Et quand vous tirez, vous arrêtez d'appuyer dessus. Comme ça, ça vous fait vraiment une belle petite flamme. C'était depuis 2 jours, c'est opération meringue dans le labo. Alors c'est vrai qu'on s'est pas mal amusé et entraîné à pocher. Tout le monde y est passé. C'est un très bel entraînement si vous voulez vous entraîner à pocher. Après, ça peut vous servir pour pocher la pâte à choux, la chantilly. C'est vrai que ça permet d'utiliser la poche. Donc voilà. Bon, je vais pas en faire plus, c'est pas la peine, on va pas en avoir besoin. Voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer. Donc là, je vais pas la cuire parce que j'en ai d'autres de cuite. Et puis, il y a 1h30 de cuisson, donc ça fera longtemps qu'on sera plus là, qu'on sera couché. Mais je vais vous montrer ce que ça donne une fois cuit. Hop. Elles sont où? Elles sont là. Hop. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a réalisé hier, qu'on a cuit cette nuit. Hop. Voilà, on a fait des rouges avec du petit sucre coloré rouge. Donc on a mis du colorant à macaron dans le sucre pour lui donner cette couleur. Et puis j'ai ma salariée qui s'est amusée, Doriane, elle a fait des petits sapins. D'ailleurs, elle dit que c'était très sympa. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment, après on a fait au sucre jaune. On peut laisser nature bien sûr. Mais c'est vrai que vous pouvez vraiment vous amuser. Et si vous voulez faire des petits bonnets, vous les pré-cuisez. Donc vous les laissez 1 heure au four. Quand elles commencent à durcir, hop, vous revenez pocher de la meringue par-dessus.
Ça vous permet d'avoir des bonnets qui ne bougent pas en cuisson. Parce que si vous les faites comme les sapins tout de suite, elles ont tendance à faire comme ça, à s'affaisser un peu au niveau de la base, et vos champignons ne ressembleront plus trop à des champignons. Donc voilà. Donc là, si vous êtes à la maison, vous partez pour 1 heure minimum de cuisson à 100 degrés. Et après, vous laissez le four éteint et vous le laissez dedans toute la nuit. Comme ça, bon, normalement, après, vous n'avez plus rien à cuire. Comme ça, elles seront cuites pour demain matin. Hop. Donc ça, on va les récupérer pour tout à l'heure. Voilà. Si je n'ai rien oublié, normalement, il me semble que c'est bon. On va pouvoir procéder au montage. Hop, voilà. Ça, je vais préparer. Voilà. La ganache montée. Voilà. Donc ça, on va faire le montage juste après. Voilà. Donc la ganache montée. Donc c'est celle que j'ai faite du coup hier. Voilà. J'en ai fait un peu plus pour être sûr d'être large. Et puis même à la maison, vous pouvez en faire un peu plus. C'est plus facile à réaliser. Comme là, j'ai multiplié la recette par 2 par rapport à ce que vous avez marqué. Celle que j'ai faite tout à l'heure. Parce que moi, j'aime bien être large quand je fais pour vraiment avoir des verrines gourmandes et pas qu'il me manque la moitié dans une, quoi. Et voilà, hop, ça. Donc vous voyez bien, elle a bien cristallisé durant la nuit. Elle a commencé à se solidifier. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on va la monter. Le but de la ganache montée, ça va être de pas trop la monter. C'est un peu ironique, mais parce qu'en fait, il y a du chocolat dedans. Donc plus vous allez la serrer, entre guillemets, donc plus vous allez la monter ferme, et elle va continuer de se rétracter en refroidissant au réfrigérateur. Donc si vous la montez trop dure dès le début, vous allez vous retrouver avec un produit qui va être très compact à la fin. Il faut vraiment les utiliser très crémeuses, limite pochable, entre guillemets. Bah, vous allez voir. Il faut vraiment que ça soit juste. Parce que c'est vrai qu'on a... la ganache montée, maintenant, ça fait presque 10 ans que j'en fabrique. Et au début, les premières années, c'était une cata, clairement. Parce qu'en fait, on avait tendance à les pocher comme les chantilly. Et une fois que c'était dur, c'était du béton, quoi. Parce que la ganache montée, en fait, c'est la texture idéale à la fin, c'est entre le crémeux et la chantilly. Vous n'aurez jamais une texture chantilly parce que la chantilly, c'est vraiment très aérien, c'est mousseux. Là, c'est vraiment entre le crémeux et la chantilly. Donc, à vitesse 2, ça suffit. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Sur celui-là, j'ai que 3 vitesses. Donc sur le KitchenAid, vous êtes à vitesse 3 ou 4. Ça sert à rien d'aller trop vite. Et ce que j'aime bien, les ganaches montées, c'est finir de les monter à la main. J'ai peut-être été un peu juste par rapport à ce qu'on a à faire, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est pareil, ça c'est la ganache montée, c'est au frigo jusqu'au dernier moment et vous la sortez quand vous en avez besoin. Un petit peu. Il faut pas hésiter à l'arrêter pendant que vous la montez pour voir un peu la texture qu'elle a. Je veux dire, si elle se remet bien lisse, c'est qu'elle n'est pas assez montée. Si vous voyez qu'elle commence à se former légèrement, on l'arrête. Ouais, voilà. Impeccable. Hop. Donc vous voyez là, pour moi ça c'est... Donc je la mélange toujours un petit peu pour qu'elle soit bien homogène dans toute la cuve parce que c'est vrai que le foie il a tendance à mélanger. Vous voyez, elle est légèrement coulante, mais ça pour moi c'est la texture idéale. Parce que vous voyez bien, elle garde la forme, mais elle n'est pas trop serrée, quoi. Hop, je vais garder là, j'en ai peut-être besoin tout à l'heure. Voilà. Alors. Ouais, voilà. Merci. C'est bien, il suit la recette. Voilà. Donc là, vous pouvez essayer. Vous voyez, si vous voyez qu'elle garde la forme dans la cuve, comme là, c'est que vous pouvez la... Mince, et la poche. Comme là, c'est que vous pouvez la pocher. Vous voyez, dans la verrine, elle gardera la même forme. Mais ça sert vraiment à rien de la monter plus. Vous pouvez, hein, mais gustativement, ça ne sera pas terrible. Alors, est-ce qu'ils sont froids?
Ouais, ils sont encore un peu tièdes. Du coup, on va prendre ceux que j'ai réalisés ce matin. Voilà, donc on va en mettre, voilà, ils sont assez, ouais, voilà. On va en mettre 5, 6, parce que j'aime bien ça, voilà. Par verrine. Faut pas hésiter à être généreux, surtout pour Noël. Bon, c'est qu'on finit tout le temps le repas un peu calé, mais au pire, il y en aura pour le petit déjeuner. Donc ça, c'est bon. On va pocher un peu de ganache montée. Donc là, c'est une douille cannelée que j'ai pris de 6. Donc après, vous pouvez faire lisse, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Le but, vous pouvez même faire à la cuillère à la maison si vous n'avez pas de poche. Une grande cuillère, vous mettez une belle petite louchette au milieu et puis c'est pareil. Hein. Donc là, hop, voilà, on va pocher. En fait, là, je vais entre guillemets imperméabiliser ma verrine. C'est-à-dire que je vais en mettre vraiment partout. Parce que vu que mon coulis il est un peu fluide, pour éviter que la verrine soit remplie de coulis partout, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Bon, du coup, vous voyez, là, j'ai vraiment pas monté grand-chose. Sur le litre que j'avais, ouais, j'avais à peine 500 grammes. Donc, il y a de quoi en faire encore deux de plus. Les poires, c'est pareil, elles sont froides. Donc, c'est les poires que j'ai utilisées tout à l'heure, qu'on a réalisées tout à l'heure. En plus, elles sont belles, elles sont bien dorées. Une grande cuillère. Voilà. Donc là, bon, on va mettre quelques poires. Le but, c'est pas de... Voilà. C'est vraiment d'avoir un peu de mâche, quoi. On va pas en mettre trop parce qu'on va rajouter le coulis par-dessus. Hop, je les mets plutôt au milieu, comme ça on les verra pas trop. Voilà. Donc vous voyez, de quoi encore en faire avec 2 poires, on peut facilement faire 6 verrines sans problème. Et là, bon. Bon, le confit, il est beaucoup trop chaud, donc on va prendre celui que j'ai fait hier. Donc vous voyez ce que je vous disais, il a une texture gélifiée, mais si on le travaille tout de suite, il va redevenir liquide. Le but, c'est vraiment d'avoir un produit qui soit semi-lisse, quoi. Enfin, qui soit fluide. Donc là, c'est pareil. Soit vous faites à la cuillère. Moi, j'aime bien la poche, donc je vais prendre une petite poche. J'aime bien le travail propre. Là, je ne vais pas mettre de douille, c'est pas la peine. Hop, voilà. C'est pareil, pas tout mettre. Donc là, je vais faire vraiment un tout petit trou dans la poubelle. Voilà. C'est vraiment pour... voilà. Comme ça, moi, je maîtrise la descente du confit. Je recouvre toute la verrine, sans mettre trop d'épaisseur non plus, c'est pas la peine, parce que ça reste quand même un peu de sucre. Hein. Déjà qu'il y a le chocolat blanc qui sucre, mais en plus... Voilà, ce que j'aimais bien avec le chocolat blanc, bon déjà ça fait gourmand, enfin c'est gourmand, bon après il n'y en a quand même pas le chocolat blanc bien sûr, mais en plus bah du coup ça fait vraiment une verrine bien blanche, bien, ça fera Noël quoi. Et là du coup je reviens faire une petite décoration du coup par dessus, pareil, hop, voilà, petite rosace, histoire de finir la verrine. Là, je pars du centre, je vais vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, la première, je suis parti de l'extérieur vers le centre, et tout de suite, c'est moins joli que l'inverse. Comme quoi. Hop. Donc ça, on réserve sur le côté, plus besoin. Oui. Donc, là, j'en avais rajouté juste un tout petit peu, c'était plus pour la décoration. Vous voyez, mis un peu en escargot, histoire de donner une petite couleur dessus. Après, vous n'êtes pas obligé, ça dépend du visuel que vous désirez. Et on finit avec les petites meringues. Hop, voilà. Tiens, celui-là, on va mettre un petit sapin. Des petits flocons qu'on a réalisés en
en pastillage. Donc le pastillage, c'est quoi? C'est du sucre glace qui est gélifié en fait avec un peu de gélatine et d'eau. En fait, ça nous permet d'avoir une pâte un peu comme la pâte à sucre, la pâte d'amande, voilà. Sauf que c'est une pâte qui est qui est sucrée mais qui n'a pas de goût. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il faut la laisser durcir. Et après, vous pouvez la laisser au frigo pendant 1 à 2 journées, ça ne bouge pas. Parce que la pâte d'amande, ça a tendance à fondre. Et la pâte à sucre, c'est encore pire. La pâte à sucre, normalement, ça ne passe pas au frigo. Donc c'est vrai que c'est une pâte. Après, on aurait pu faire en chocolat, mais bon, faut-il avoir le moule adapté pour avoir la forme. Ah, mais à la maison. Alors, attendez que je trouve ça. Hop. Comme ça. Voilà. Donc on les a utilisés avec des emporte-pièces comme ceci. Ça, vous les trouvez assez facilement, même aussi bien sur Internet que dans les petits magasins. Je pense que sur Saint-Brieuc, tu auras Maréchal-Abriot, tu peux en trouver, ou des petits magasins comme ça. Même à la Fnac et des choses comme ça, je pense qu'ils en trouvent sans problème. Voilà, donc ça c'est fait avec ça. Donc vous pouvez très bien les faire à la pâte d'amande sans problème. La pâte d'amande, même la pâte à sucre, hein, mais vous les posez juste avant de servir le dessert pour pas que ça fonde. Et on peut rajouter un petit cube, juste histoire de rappeler le pain d'épices. Un beau petit cube. Voilà. Hop. Alors, il y a Vanessa qui demande si elle peut faire quelque chose genre poire belle Hélène avec un chocolat autre que du chocolat blanc. Bah, poire belle Hélène, du coup, ça reste plus chocolat noir ou lait. Donc oui, bien sûr. Dans ce cas-là, vous avez juste à remplacer le chocolat blanc. Vous réduisez un petit peu le chocolat lait pour pas qu'il y ait trop de... Après, vous pouvez rester sur le même principe et rajouter juste un petit coulis de chocolat en plus. Hein. Et là, vous êtes vraiment sur la poire belle Hélène. Mais oui, sans problème. Au contraire, tout est modifiable. C'est le but. Le but, c'est d'avoir une base. Après, vous pouvez la modifier sans problème. Vous pouvez même faire 2 ganaches montées, une blanc, une lait, une noire, et même 3. Et ça vous fait un 3 chocolat sans problème, quoi. Donc non, après, c'est vraiment l'esprit Verrine. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est d'avoir plusieurs textures. C'est-à-dire du moelleux, bon, le pain d'épices, du croustillant, c'est pour ça qu'on l'a fait passer légèrement à la poêle pour le dorer. On a du coup le fondant et le mousseux avec la ganache montée. On a la compotée qui donne une petite texture en plus, et les fruits, pareil, caramélisés, légèrement dorés. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc là, vous pouvez retrouver... Bon, histoire de faire un petit peu de pub, vous pouvez retrouver ce qu'on a fait durant les dernières semaines au sein de la chocolaterie, pâtisserie. Donc c'est mes 2 jeunes qui ont fabriqué ces montages. Donc c'est des petits montages en chocolat lait. Vous avez façon mendiant, un petit sapin façon mendiant, un petit sapin aux amandes caramélisées et torréfié et légèrement saupoudré de sucre glace pour donner un petit morceau gourmand. Puis l'avantage avec le Covid, c'est que le sapin mendiant, vous pouvez les séparer sans problème, sans y toucher de trop, et partager. Et le petit train, bon, c'est plus niveau décoration, c'est sympa. Après, vous retrouvez des petits coffrets, des petites choses. On a beaucoup de sorties de produits pour Noël. C'est vrai que la gamme s'est beaucoup étoffée. Après, on a un peu du mal à suivre en ce moment. Donc, faut pas hésiter à passer nous voir, faire un petit coucou. On sera content de vous voir. Et d'avoir des petits commentaires si ça se passe bien ou pas sur Internet. Mais dans ce cas-là, si ça se passe bien, pas bien, nous le dire en privé, on voit pourquoi. Mais non. Après, j'espère que la vidéo vous a plu et que si vous avez la moindre question, même par la suite, si ce n'est pas fait tout de suite, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. On a un site Internet, nos adresses email sont libres vraiment partout et ça arrive tout de suite sur mon portable. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message si vous avez une... Après, pareil que pendant les fêtes, j'ai un peu du mal à répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup de travail. Mais vous me relancez peut-être plus au mois de janvier, février, je vous répondrai sans problème. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes, malgré le Covid. Je pense que ça va quand même bien se passer pour tout le monde. Bonne soirée. I used to be a free man.